but many cryptocurrencies, as you know, have already disappeared and gone to zero. In my view, in the end, they all will go to zero. Every government in the world now is working on. Il y a maintenant 2 semaines, je me suis envolé pour Miami afin de participer à un événement qui réunissait plus de 2500 investisseurs et gérants de fonds professionnels. Pendant 3 jours complets, nous étions tous réunis dans le Convention Center de Miami afin de parler investissement, business et levée de fonds. Durant cet événement, j'ai pu rencontrer de nombreux investisseurs particuliers qui ont généré plusieurs millions, voire dizaines de millions de dollars grâce à leurs investissements, que ce soit en immobilier, en bourse, en trading ou encore en achat-revente de business. Mais ce qui m'a le plus marqué et de loin, ce sont les échanges que j'ai pu avoir avec des mecs qui géraient des fonds à plus de 40 milliards de dollars. Alors reste bien attentif parce que dans cette vidéo, je vais te révéler les 5 secrets que j'ai découverts en allant à Miami et en échangeant avec ces gérants de fonds multimillionnaires, voire multimilliardaires pour certains. Avant d'aller plus loin, je tiens à te mettre en garde que tout ce que tu vas découvrir n'est absolument pas un conseil d'investissement. Je te fais juste mon propre retour d'expérience sur cet événement et les enseignements que j'ai pu en tirer. Alors avant de prendre quelconque décision avec ton argent, je t'invite à faire tes propres recherches et à analyser chacune des opportunités potentielles. Un des premiers secrets que j'ai découvert était lors d'une des conférences de John Pennington, le cofondateur de Bridge Investment Group, qui est coté en bourse. Sa conférence était axée sur l'économie américaine et particulièrement le dollar. J'ai trouvé ça particulièrement intéressant parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où on a l'impression que le dollar est de moins en moins puissant, que les États-Unis sont en train de perdre leur hégémonie au profit des BRICS ou tout simplement de la Chine. Un des éléments qui pousse les gens à penser que le dollar est fini, ce sont les relations qu'il peut y avoir entre l'Arabie Saoudite et la Chine par rapport à des échanges pétroliers en yuan plutôt que de le faire en dollars. Avant de tirer des conclusions hâtives sur ce changement de pouvoir, il faut comprendre les choses plus en détail. À savoir que le dollar américain est un produit créé par les États-Unis et leur but est de le répandre le plus possible dans le monde. À l'heure actuelle, le dollar est largement dominateur dans les transactions mondiales avec plus de 50% et le yuan n'est qu'à 2,7%. Il faut comprendre avec ça que ça fait plus de 30 ans que la Chine est en hyper-croissance, que la Chine commence à gagner en puissance et malgré cela, elle n'est qu'à 2,7% de transactions, ce qui est complètement ridicule par rapport au dollar, c'est 20 fois moins presque. Maintenant, concernant le pétrodollar, ce qu'il faut comprendre en regardant l'histoire, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu un pays ou un dictateur ou un dirigeant qui a voulu arrêter les transactions en pétrole en dollars pour le vendre dans d'autres devises, il y a eu des problèmes. Soit ils se sont fait assassiner, soit il y a eu un coup d'État, ou alors des points stratégiques pétroliers ont été mystérieusement détruits. Aujourd'hui, il est vrai que des accords commencent à arriver entre l'Arabie Saoudite et la Chine. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que le président américain s'est très rapidement rendu en Arabie Saoudite pour renégocier d'éventuels contrats avec le pays. D'autres choses à comprendre et qu'on dit beaucoup moins, c'est qu'il ne faut pas espérer que les États-Unis vont laisser ces choses se faire sans aucune résistance ni même stratégie de contre de leur part. On parle ici de la première puissance militaire mondiale, d'une des plus grosses puissances économiques mondiales également. Donc il faut bien imaginer que ce soit la Fed ou les gouvernements qu'ils vont tout faire pour que le dollar reste roi. Un autre point à ne pas négliger par rapport au dollar américain avant de l'enterrer, c'est que la majeure partie de la dette mondiale est fixée sur du dollar, non sur du yen chinois, non sur de l'euro. Elle est principalement sur du dollar, ce qui donne un énorme pouvoir aux États-Unis et à la Federal Reserve. Quand on sait tout ça, il est clair que les BRICS peuvent représenter de jolies opportunités d'investissement, mais il ne faut pas non plus enterrer les États-Unis qui aujourd'hui restent quand même au sommet de la chaîne alimentaire. Et comme ils disent très bien aux États-Unis, never bet against America. La deuxième chose qui m'a beaucoup marqué sur cet événement, c'est que globalement, n'importe qui peut ouvrir un fonds d'investissement. Concrètement, pour ouvrir un fonds, il suffit d'avoir des clients et un avocat pour mettre la structure juridique en place. Alors bien sûr, en fonction des pays, c'est plus ou moins complexe, ça demande plus ou moins de ressources et plus ou moins de régulation, mais dans l'idée, c'est une personne qui a une opportunité ou des opportunités d'investissement qui crée une sorte de pool pour que des investisseurs y mettent leur argent et ensuite qu'ils le récupèrent pour l'investir. Donc concrètement, c'est vraiment accessible à tous. Et quand on voit ça, une chose a fait tilt dans ma tête, c'est le fait que techniquement 90% des professionnels perdent de l'argent en bourse ou alors ne battent pas le marché. Ok ?
Mais maintenant, quand on se rend compte que les professionnels sont juste des personnes qui ont été capables de lever des fonds et qui ont une structure juridique professionnelle, ça fait tout son sens, parce que si on compare ça, on se rend compte que les particuliers ne gagnent pas vraiment en trading ou sur le court terme en bourse, mais que les professionnels, c'est globalement pareil, parce qu'aujourd'hui, la différence entre un particulier et un professionnel, c'est simplement une structure juridique et de la réglementation en fonction de certains pays. Donc il faut prendre avec pincette, quand on sait ça, les informations qui nous disent qu'il ne faut pas faire de stock picking parce que la majeure partie des gérants de fonds qui font du stock picking ne battent pas le marché. Il ne faut pas faire du trading parce que la majeure partie des professionnels qui font du trading ne sont pas rentables. En fait, on comprend bien que professionnel ou pas professionnel, la différence se fait juste avec un avocat. Le point que je veux donc souligner ici, c'est qu'il faut faire attention aux chiffres qui sont donnés sur Internet et les creuser plus en détail pour mieux comprendre ce qu'il en est réellement et comment est-ce que ça fonctionne à l'intérieur. Le secret numéro 3 a lui été particulièrement mis en avant par Jim Rogers. Il s'agit de ne pas négliger l'histoire, que ce soit en politique, en économie et sur les marchés financiers. C'est d'ailleurs un point qui, étonnamment, met beaucoup de monde d'accord. On a beaucoup d'investisseurs et de professionnels qui disent que l'histoire est importante pour comprendre et anticiper les potentiels futurs mouvements des marchés financiers. Que ce soit Warren Buffett, Jim Rogers ou encore Ray Dalio qui en parle beaucoup dans son livre Principles, l'histoire peut permettre vraiment de comprendre comment évolue l'économie, comment évoluent les marchés financiers et peut nous servir de leçon pour soit ne pas recommencer les mêmes erreurs ou alors anticiper les futurs mouvements. Par exemple, en bourse, on a tendance à beaucoup paniquer quand les prix baissent. On a l'impression que cette fois-ci, c'est la fin du monde. Et à chaque fois, on pense que c'est la fin du monde, c'est l'arrivée d'une nouvelle ère, etc. Les gens pensaient ça en 2008, lors du crack de 2008. Les gens pensaient ça à l'explosion de la bulle Internet. Les gens pensaient ça dans les années 70, durant la grande récession. Les gens pensaient ça également pendant les guerres mondiales. Et ils pensaient ça lors du fameux crack de 1929. Et devinez quoi? Après ça, à chaque fois, l'économie s'est relevée, les marchés ont atteint de nouveaux plus hauts historiques et ont explosé. Alors il ne faut pas paniquer pendant ces périodes de doute et bien comprendre que ça s'est déjà produit dans l'histoire, que ça se reproduira également dans le futur et qu'à chaque fois, les réactions ont été globalement les mêmes. En règle générale, le cerveau humain a tendance à exagérer la peur, ce qui pousse à prendre de mauvaises décisions en période de stress ou en période où ça va moins bien. Alors, si tu veux prendre des meilleurs investissements en bourse et dans tes investissements, je t'invite vraiment à regarder l'histoire un petit peu de l'économie, de creuser là-dedans pour comprendre les différents cycles et comment se positionner en fonction de ces cycles. La quatrième chose qui m'a marqué, et encore une fois, c'était lors des conférences de Jim Rogers, c'est qu'il est particulièrement effrayé du futur et d'un potentiel crack qu'il y aurait. Selon lui, on n'a pas encore passé le crack. Alors, d'après ce qu'il a dit, donc de ses dires, il pense qu'on va avoir un petit rebond et ensuite un nouveau crack qui va arriver. Bien sûr, on rentre là dans la boule de cristal, personne ne peut savoir, même les professionnels, en réalité, personne ne peut savoir. Quand on regarde les statistiques de toutes les prédictions qui ont été faites sur les marchés par des professionnels, dans la majeure partie des cas, donc dans 70% des cas, il s'avérait qu'il ne s'est absolument pas passé ce qu'ils ont pensé, qu'on est très mauvais pour savoir quand est-ce qu'il y aura un crack, quand est-ce que le crack sera fini et quand est-ce qu'on aura une reprise. C'est quelque chose qui est très compliqué. Donc là, c'est rentré un peu en boule de cristal. Néanmoins, il a bien expliqué ça. Il a bien expliqué que en réalité, personne ne sait vraiment. Ça peut être maintenant, ça peut être dans 10 ans, ça peut être dans 50 ans, ça peut être dans 100 ans. On ne sait pas quand ça va péter, mais les fondamentaux ne sont pas spécialement bons dans l'économie globale. Et pour lui, il y a 3-4 choses qui pourraient tirer profit de cette situation. La première, ce serait d'investir dans des commodities et dont en particulier le sucre ou l'argent. C'est pour lui 2 actifs qui pourraient être très intéressants de détenir et qui pourraient avoir une très jolie performance dans le futur. Ensuite, il nous a avoué lors de sa conférence qu'il commençait à investir massivement au Japon dans l'économie japonaise via des entreprises présentes sur ce marché. Donc je t'invite à faire tes propres recherches. On a également Warren Buffett qui récemment a commencé à acheter de plus en plus d'actions d'entreprises japonaises. Donc potentiellement, ça pourrait être une opportunité pour les 10 prochaines années à venir dans ce pays. Ce qu'il faut comprendre de la mentalité d'investissement de Jim Rogers, c'est qu'il se base beaucoup sur l'histoire et il recherche des opportunités sur des pays, des marchés qui ont été jadis très hauts, qui ont aujourd'hui totalement chuté et qui ont le potentiel de remonter.
C'est un petit peu comme ça qu'il voit les choses, ce qui explique qu'il investit beaucoup dans l'argent, dans le sucre et également sur les marchés japonais. Il a parlé également d'aller investir dans des pays comme l'Ouzbékistan, etc. On n'est pas rentré trop en détail dans ce sujet. Il a surtout parlé du Japon, de l'Asie, de la Chine et également du sucre et des matières premières. Donc on va rester là-dessus. La cinquième et dernière chose qui m'a marqué lors de cet événement, c'est encore un point où tout le monde était globalement d'accord dessus. Si tu veux être libre, il faut du capital. Parce que le capital te débloquera des accès et te rendra beaucoup plus libre. Si par exemple tu as un business, aujourd'hui tu veux faire connaître ton business, il faut que tu fasses de la pub, il faut que tu te fasses voir, il faut que tu aies des bons retours clients. Pour faire tout ça, eh bien, il te faut du capital pour aller chercher les agences publicitaires, pour aller démarcher les magazines, etc. Si tu veux faire le bien autour de toi, il te faut du capital. Quelqu'un qui fait une donation de 1 euro à une association, aussi beau qu'il se croit, aussi bien qu'il imagine qu'il est, il faut savoir qu'il va y avoir 20 ou 30 centimes qui vont réellement servir à la cause, et encore si cette association ne fait pas de détournement de fonds et est sérieuse. Donc aujourd'hui, mettre de l'argent là-dedans, 1 euro, c'est certes, si tout le monde met 1 euro, c'est très bien, mais quand tu commences à avoir beaucoup de capital, tu peux avoir un plus grand impact sur des domaines associatifs, sur l'écologie, peu importe. Tu peux vraiment avoir un réel impact quand tu commences à mettre beaucoup d'argent. En général, les gens qui vont mettre 1 euro, 5 euros, c'est très bien, mais c'est plus un impact positif pour leur propre psychologie, pour leur propre ego, pour leur moralité, plus que quelque chose de réellement concret. Donc si tu veux faire une différence, si tu veux développer quelque chose, comprends bien que tu dois développer des capitaux, que tu dois faire grossir ta fortune, parce que plus elle sera grosse et plus tu auras les capacités d'être libre et les capacités d'aider. On a tendance à dire qu'en général, les riches deviennent cons. Je ne pense pas que ce soit comme ça. Je pense qu'on est con de base ou on est quelqu'un de bien de base et avec l'argent, ça te donne beaucoup plus de pouvoir et beaucoup plus d'outils pour développer le bien ou le mal. Donc aujourd'hui, morale de l'histoire, si tu veux faire le bien à grande échelle, il te faut de l'argent. Même si tu veux faire le bien à petite échelle, plus tu auras de l'argent, plus tu seras capable de faire ça. Et pour avoir de l'argent, il faut que tu développes des compétences, il faut que tu investisses et que tu investisses correctement. En parlant d'investissement, tu peux retrouver gratuitement en lien dans la description la liste des 50 entreprises qui reversent un dividende depuis plus de 20 ans avec une note de fiabilité. Si tu as aimé cette vidéo, pense à lâcher un pouce bleu, abonne-toi en activant la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos et dis-moi en commentaire quel est le secret qui t'a le plus marqué ou ce que tu as pu découvrir dans ta vie qui t'aurait le plus marqué par rapport à l'investissement, etc. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!